Ils se sont moqués de la serveuse pour son accent pendant le coup de feu du dîner. Ce que personne ne savait, c'est que le roi des vampires la courtisait en secret, et leurs insultes venaient de briser le dernier fil de sa patience. Au lever du soleil, elle devra choisir entre sa vie tranquille et un trône bâti sur les cendres de ses bourreaux. Le coup de feu du dîner au Crescent déferla comme une vague à 7h15, un tourbillon de cuivre poli et de rires cristallins, le genre de chaos huppé qui faisait mal aux pieds d'Helena et épaississait son accent de fatigue. Elle portait un plateau d'amuse-gueule vers la table 12, les épaules déjà tendues par le poids de trop de commandes et de trop peu de sommeil, se déplaçant avec une efficacité née de l'habitude à travers le labyrinthe de nappes blanches et de chandelles. Le restaurant brillait autour d'elle, tout en miroir et en bois sombre, un doux jazz filtrant à travers des haut-parleurs cachés dans les moulures du plafond, l'air lourd des arômes de romarin, de bœuf saisi et de la tension particulière qui émanait du service de gens qui avaient plus d'argent que de patience. Elle travaillait ici depuis 8 mois, assez longtemps pour savoir quelle table laissait de bons pourboires et lesquelles la traitaient comme un meuble, assez longtemps pour mémoriser la carte des vins en 3 langues, même si sa langue trébuchait encore sur certaines consonnes anglaises. Assez longtemps pour remarquer l'homme dans la banquette du fond qui arrivait chaque soir à 6h45 et commandait le même verre de Bordeaux qu'il ne buvait jamais. Adrian. Elle connaissait son nom car il le lui avait donné la 2e semaine, prononcé dans sa langue maternelle avec un accent qui appartenait à un siècle qu'elle n'avait connu que dans les livres d'histoire. Elle savait aussi d'autres choses, des choses qui faisaient trembler ses mains lorsqu'elle posait son verre de vin intact, des choses qu'elle avait remarquées dans le miroir derrière le bar, là où son reflet aurait dû se trouver, mais n'y était pas. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. La ville avait changé au cours de la dernière décennie, d'anciennes lois refaisant surface comme des eaux à travers un sol qui dégèle, des traités signés entre les gouvernements humains et des créatures qui s'étaient cachées dans l'ombre pendant des millénaires. Les vampires marchaient désormais au grand jour, liés par le traité de Verre, un ensemble de règles et de restrictions qui maintenaient la paix grâce à un équilibre subtil de peur et de jurisprudence. La plupart des gens traitaient cela comme une nouvelle exotique, quelque chose qui se passait dans les capitales et les salles d'audience, pas dans les restaurants de leur quartier. Mais Helena avait grandi dans un pays où les vieilles choses ne mouraient jamais vraiment, où sa grand-mère murmurait des histoires de Strigoi et des pactes que les gens concluaient lorsqu'ils étaient suffisamment désespérés. Ainsi, quand elle vit qu'Adrian ne projetait aucune ombre à la lueur des bougies, quand elle remarqua comment les autres clients s'écartaient inconsciemment de sa banquette, elle comprit ce qu'il était et continua de le servir malgré tout. Il lui laissait des pourboires en pièces d'or anciennes, des objets lourds aux effigies qu'elle ne reconnaissait pas, et il lui parlait dans la langue de son enfance de livres, du temps qu'il faisait et des petits rêves qu'elle gardait précieusement dans l'appartement exigu qu'elle partageait avec 2 autres serveuses. Depuis 3 mois, cela continuait, une cour étrange qu'elle ne comprenait pas entièrement, sa présence devenant le seul réconfort prévisible dans sa semaine de service double et de solitude douloureuse. Ce soir-là, elle lui avait souri en le voyant arriver, un sourire fatigué mais sincère, et il avait hoché la tête de cette manière prévenante qui était la sienne, comme si son sourire était une chose précieuse qui exigeait d'être reconnue. Puis la table Six avait commencé. C'étaient des habitués, 4 hommes en costume coûteux qui venaient tous les jeudis, buvaient trop et se plaignaient des portions tout en laissant exactement 15% de pourboire. Le genre de client qui rendait son directeur nerveux et ses collègues amers. Elle s'était approchée, son carnet à la main, sa formule d'accueil bien rodée, et le plus corpulent d'entre eux, Marcus, lui avait adressé un large sourire aux dents trop blanches et aux yeux trop froids. « Répétez-moi ça, ma belle »
avait-il lancé alors qu'elle récitait les plats du jour, sa voix assez forte pour couvrir les conversations voisines. Spaghetti, la façon dont vous le dites, c'est adorable. Ses compagnons avaient ri. Ce rire braillard que les hommes produisent lorsqu'ils veulent que tout le monde sache qu'ils s'amusent aux dépens de quelqu'un d'autre. Et Helena avait senti son visage s'enflammer, sa langue soudainement épaisse et maladroite dans sa bouche. Elle avait continué, sa voix devenant plate, mécanique, chaque mot une petite humiliation, tandis qu'ils imitaient ses voyelles, ses consonnes roulées, la façon dont certains sons refusaient de coopérer, peu importe le nombre d'heures qu'elle passait à s'exercer. D'autres tables avaient commencé à remarquer, des têtes se tournaient, des sourires se formaient, et elle se sentit rapetissée, les épaules rentrées, se faisant plus petite comme elle avait appris à le faire enfant, lorsque la tension était dangereuse. Le plateau tremblait dans ses mains. Elle termina la récitation et murmura « J'apporte votre commande bientôt », se détournant déjà, essayant déjà de disparaître dans la sécurité de la cuisine. C'est alors que la voix d'Adrian trancha le bruit, silencieuse comme une lame glissant hors de son fourreau. « Helena, venez ici. » Le restaurant ne savait pas ce qu'il était. Il voyait un habitué excentrique qui portait des costumes démodés et occupait la pire banquette du restaurant, celle nichée dans le coin où la climatisation n'arrivait pas tout à fait et où l'éclairage était perpétuellement faible. Il remarquait sa montre coûteuse, ses manières parfaites et sa façon de toujours payer en espèces, des billets neufs qui sentaient légèrement le vieux papier et des secrets plus anciens encore. Il ne voyait pas ce qu'Helena voyait, la façon dont son ombre tombait étrangement contre le mur, la façon dont ses doigts ne touchaient jamais la tige du verre à vin, mais laissaient d'une manière ou d'une autre des motifs de givre sur le cristal, la façon dont ses yeux passaient du gris à une teinte plus sombre lorsqu'il la regardait se déplacer dans la pièce. Elle le savait depuis la 2e semaine, debout derrière le bar un mardi après-midi calme, polissant des verres et regardant à moitié le reflet dans le miroir. Elle avait vu sa banquette vide sur la surface argentée, même si elle pouvait clairement le voir assis là en réalité, le voir lire un livre relié en cuir aux pages jaunes comme de vieux os. Pas de reflet. La prise de conscience l'avait frappée comme de l'eau froide, peur et fascination mêlées. Mais quand elle lui avait apporté son vin ce soir-là, ses mains avaient été stables et il l'avait remerciée dans la langue de sa grand-mère, et d'une manière ou d'une autre, cela avait compté plus que ce qu'il était. Maintenant, il était assis, immobile, à sa place habituelle, le verre de vin intact comme toujours, et ses phalanges étaient blanches contre la tige, bien qu'il ne la serrât pas, comme si le verre lui-même s'agrippait à lui pour ne pas se briser. Ses yeux s'étaient assombris, passant du gris au rouge, un cramoisi si profond qu'il paraissait noir à la lueur des bougies, et Helena vit sa mâchoire se contracter alors que Marcus se lançait dans une autre imitation de son accent, que la table Six éclatait de nouveau de rire, que l'humiliation se répandait dans la salle à manger comme du vin renversé. Elle se tenait figée entre les tables, le plateau lui cisaillant les paumes, regardant Adrian observer ses épaules se courber et sa tête se baisser, regardant quelque chose d'ancien et de patient atteindre enfin la fin de sa tolérance. Le crescent brillait autour d'eux, tout en luminaire de laiton et en surface polie, le doux jazz ne faisant rien pour adoucir les arêtes de la cruauté. Et à l'extérieur des hautes fenêtres, la ville scintillait dans l'obscurité naissante, belle et indifférente. L'air sentait le romarin, la viande saisie et l'électricité particulière qui précède un orage, et Helena réalisa avec une clarté cristalline que quelque chose était sur le point de se briser, que 3 mois de cour attentive, de questions tacites et de pièces d'or pressées dans sa paume étaient sur le point de se transformer en quelque chose qu'elle ne pourrait pas reprendre. Et elle marchait quand même vers sa banquette, ses pieds la portant à travers le labyrinthe des tables vers le coin où la lumière n'arrivait pas tout à fait, vers le roi des vampires qui avait attendu avec une patience surhumaine qu'elle comprenne ce qu'il lui offrait depuis le début.
La main d'Adrian se posa sur le bas de son dos avec une assurance qui ne laissait aucune place à la discussion, chaude à travers le tissu fin de son uniforme, et il la guida à travers le restaurant qui les observait vers sa banquette d'angle, avec la grâce d'un homme escortant une reine à son trône, plutôt qu'une serveuse fuyant l'humiliation. La salle était devenue silencieuse de cette terrible façon, qui signifiait que tout le monde faisait semblant de ne pas regarder tout en enregistrant chaque détail pour une dissection ultérieure. Les téléphones émergeant déjà des poches et des sacs à main, les caméras s'orientant pour obtenir le meilleur angle. Les jambes d'Elena bougeaient en pilote automatique, son visage en feu, son esprit hurlant qu'elle devrait se dégager, retourner en cuisine, ne pas laisser cet homme étrange qu'elle connaissait à peine faire une scène en son nom. Mais sa main était stable, sa présence solide, et elle était si fatiguée de se faire petite, alors elle se laissa conduire à la banquette où il s'était assis chaque soir pendant 3 mois, se laissa asseoir à la place qu'il occupait habituellement, le cuir retenant encore le froid qui semblait le suivre comme une ombre. Il ne s'assit pas. Il se tint à côté de la table et fit signe à l'un des autres serveurs, un étudiant nommé Danny, qui avait l'air terrifié en s'approchant, et Adrian commanda de l'eau d'une voix qui ne tolérait aucun délai. L'eau arriva en quelques secondes, de la condensation se formant déjà sur le verre, et Adrian la plaça devant Helena à 2 mains, un geste formel qui semblait chargé d'une signification qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. Puis il lui parla dans sa langue, les mots coulant comme l'eau d'une rivière sur des pierres lisses, lui demandant si elle était blessée, si elle avait besoin d'un moment, si elle voulait qu'il arrête ce qui allait se passer. Elle leva les yeux vers lui, cet homme qui n'était pas un homme, dont les yeux étaient revenus au gris, mais dont la présence emplissait l'espace comme de la fumée, et secoua la tête, car elle ne faisait pas confiance à sa voix, et parce qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait, si ce n'est que l'humiliation cesse, que les yeux qui l'observaient trouvent autre chose à consommer. La voix de Marcus brisa l'instant, forte et empâtée par la confiance que lui donnaient 3 whiskies et une vie entière sans jamais faire face aux conséquences. « Hé !» lança-t-il depuis la table six, ses compagnons souriant comme des loups qui auraient trouvé une proie blessée. « Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, la serveuse? Elle vous offre un petit extra avec le service? » Ses amis rirent, ce son laid qui signifiait que la cruauté ne faisait que commencer, et Helena sentit ses mains se crisper autour du verre d'eau, sentit la rage monter à travers l'humiliation, brûlante et purificatrice. Adrian se tourna lentement et la température du restaurant sembla chuter de 5 degrés. Il regarda Marcus avec le genre d'attention qu'un scientifique pourrait accorder à un spécimen, curieux et détaché, et quand il parla, son anglais était parfait, sans accent, le genre de diction qui vient de siècles de pratique. « Elle est sous ma protection, » dit-il, et les mots tombèrent comme des pierres dans une eau dormante, se propageant en ondes. « Excusez-vous. » La simplicité de la chose était presque comique. Marcus cligna des yeux, son sourire vacillant, puis se reconstruisit avec effort. « Sinon quoi? » demanda-t-il, et sa voix avait maintenant une nouvelle âpreté, l'incertitude se muant en agression. « Tu vas m'y forcer, le vieux? » Adrian sourit. Et Helena vit plusieurs clients se pencher en arrière sur leurs chaises comme tirés par des fils invisibles. Il s'éloigna de la banquette, entrant dans la lumière, et pour la première fois, le restaurant le vit clairement, vit comment la lueur des bougies se courbait étrangement autour de lui, vit comment son ombre s'étirait trop longuement sur le sol, vit comment le miroir derrière le bar ne montrait qu'un espace vide là où il se tenait. Quelqu'un haleta. Quelqu'un d'autre murmura « vampire », le mot se propageant comme un feu dans l'herbe sèche. Et soudain, la salle à manger distinguée se transforma en autre chose, en un lieu primitif. Les luminaires en laiton et les nappes blanches incapables de cacher la compréhension soudaine qu'ils assistaient à quelque chose d'ancien et de dangereux, se déroulant selon des règles que la plupart d'entre eux n'avaient lues que dans des articles de presse. Le directeur sortit de la cuisine, un homme mince nommé Richard,
qui avait engagé Elena malgré son accent parce qu'elle travaillait plus dur que n'importe qui d'autre, et son visage était blême alors qu'il hésitait au bord de la Seine, calculant clairement si intervenir sauverait sa licence d'alcool ou la lui coûterait. Marcus était devenu blanc, mais il redoublait d'arrogance, sa peur se transmutant en ce genre de bravade qui fait tuer les hommes, se levant de sa chaise, le torse bombé. Le traité de verre, dit-il, et sa voix tremblait légèrement. Tu ne peux pas me toucher sans un défi formel. Tout le monde connaît la loi. Le sourire d'Adrian s'élargit, et c'était la chose la plus terrifiante qu'Helena ait jamais vue, tout en menace polie et en amusement froid. Vous avez raison, dit-il, puis il se tourna pour s'adresser à tout le restaurant, sa voix portant sans effort jusqu'à chaque recoin. Je suis Adrien Constantin Dragomir, et j'invoque le droit d'insulte en vertu du traité de Verre, article 7, section 3. Cet homme a publiquement déshonoré ma compagne choisie. La salle explosa. Les téléphones se levèrent plus haut, les voix se chevauchant, Richard émettant un son étranglé qui aurait pu être une protestation ou une prière. Helena entendit les mots « compagne choisie » et sentit quelque chose se mettre en place. La pièce d'un puzzle qu'elle ne savait pas manquante, et soudain les 3 mois de visite, de cadeaux et de conversations prudentes se réarrangèrent en un motif qu'elle avait été trop épuisée et trop seule pour voir. Les pièces d'or n'étaient pas des pourboires. Les conversations dans sa langue n'étaient pas une gentillesse désinvolte. Il l'avait courtisée, formellement, légalement, selon une loi vampirique qu'elle n'avait jamais apprise, et chaque sourire qu'elle lui avait donné, chaque instant qu'elle avait passé à apprendre son nom et à s'enquérir de sa soirée, avait été une réponse à une question qu'elle ne savait pas qu'il posait. « Vous avez 2 choix, » dit Adrien à Marcus, qui était maintenant entouré de ses amis mais semblait pourtant complètement seul. Présentez vos excuses à Helena et partez. Ou affrontez-moi à l'aube en un défi formel. Le traité exige des témoins. Vous les avez. Choisissez. Marcus regarda sauvagement autour de lui, cherchant soutien ou échappatoire, ne trouvant ni l'un ni l'autre, et Helena vit le moment exact où sa bravade se fissura et la peur transparut. Mais il était piégé par sa propre fierté, les téléphones qui le filmaient et les amis qui se moqueraient de lui pour toujours s'il reculait. Alors il rit, d'un rire cassant et faux, et dit « Amène-toi ». Adrien inclina la tête, un geste si courtois qu'il aurait eu sa place dans un tableau, et se tourna vers Helena. Ses yeux croisèrent les siens à travers le restaurant transformé, et elle y vit quelque chose qui aurait pu être du regret, des excuses ou simplement la reconnaissance que ce moment avait toujours été inévitable. Elle se leva de la banquette sur des jambes tremblantes, son verre d'eau oublié, et traversa l'espace entre eux en 3 pas. Sa main jaillit et agrippa son poignet, ses doigts s'enroulant autour d'une peau froide qui aurait dû être chaude, et elle parla assez fort pour que la salle entende, même si les mots n'étaient destinés qu'à lui. « Tu ne m'as pas demandé, » dit-elle, et sa voix se brisa sur le dernier mot. « Tu n'as jamais demandé. » Ses yeux s'adoucirent le temps d'un souffle, une fracture dans la perfection froide, et il couvrit sa main de la sienne, libre, aussi doucement que si elle était faite de verre. « Je te le demande depuis 3 mois, » dit-il tranquillement, dans sa langue, pour que la foule qui regardait ne puisse pas comprendre. Tu souriais chaque fois que je laissais de l'or au lieu de papier. Tu as appris mon nom. Tu m'as interrogé sur mes soirées et m'as parlé de tes rêves d'ouvrir une boulangerie. Chaque pièce était une question. Chaque conversation était une offre. Je n'ai cessé de demander. Tu n'as cessé de répondre. La vérité de ces paroles la frappa comme un coup de poing à la poitrine. Elle repensa à chaque service, à chaque pièce d'or pressée dans sa paume avec une formalité qui lui avait semblé désuète. À chaque moment où il avait attendu qu'elle apprenne son nom complet, qu'elle lui demande pourquoi il ne buvait jamais le vin, qu'elle reconnaisse ce qu'il était. Elle avait cru que c'était de la gentillesse. Elle avait cru que c'était de l'excentricité.
Elle n'avait pas compris que c'était une cour menée dans une langue qu'on ne lui avait jamais enseignée, liée par des lois plus anciennes que la ville qui les entourait. Le restaurant attendait. Marcus attendait. Adrian attendait. Helena regarda la banquette où elle s'était assise pendant 3 minutes et sentit le poids du choix s'abattant sur elle comme de l'eau, comme de la terre. Si elle partait maintenant, elle serait en sécurité. Seule, humiliée, anonyme, mais en sécurité. Si elle restait, si elle se rasseyait, si elle laissait Adrien la revendiquer comme sa compagne choisie devant ses témoins, elle choisirait quelque chose qu'elle ne comprenait pas entièrement, acceptant une protection dont le coût était encore incalculable. Elle pensa aux pièces d'or dans son tiroir à la maison, 23, chacune étant une question à laquelle elle avait répondu par un sourire. Elle pensa à 3 mois où elle avait été vue, où on lui avait parlé dans la langue de sa grand-mère, où quelqu'un avait remarqué sa fatigue et s'était enquis de ses rêves. Elle pensa à Marcus et à ses amis et à toutes les autres tables qu'il avait traitées comme un meuble, comme un accent dont on se moque, comme quelqu'un qui n'avait pas d'importance. Elle retira sa main de l'étreinte d'Adriane et retourna à la banquette. Elle s'assit. Elle prit son verre d'eau et but une gorgée. Le restaurant tout entier retint son souffle. Les épaules d'Adriane s'affaissèrent d'un rien, un soulagement fugace traversant son visage avant que le masque ne revienne, et il se retourna vers Marcus avec une finalité glaciale. « À l'aube, dit-il, dans 3 jours, sur le terrain de la vieille cathédrale. Mettez vos affaires en ordre. » Puis il s'assit en face d'Helena, sa compagne choisie, légalement revendiquée, liée par le traité et les témoins, et le restaurant se transforma complètement en arène, le laiton et la lueur des bougies ne faisant rien pour adoucir la compréhension que quelque chose d'ancien venait de se réveiller et ne se rendormirait pas. Marcus revint 1 heure plus tard avec des renforts, la porte d'entrée du Crescent s'ouvrant pour laisser passer 3 silhouettes qui marchaient comme si non seulement le restaurant, mais l'air même leur appartenait. Et Helena sentit les clients restants se pencher instinctivement en arrière, alors qu'une vague de pouvoir, de costumes coûteux et d'autorité froide entrait dans la pièce. L'avocate arriva la première, une femme en gris anthracite avec une mallette qui coûtait probablement plus que ce qu'Helena gagnait en 6 mois, ses talons claquant contre le parquet avec une précision métronomique. Marcus suivait, sa bravade antérieure reconstruite maintenant qu'il avait un soutien professionnel, le visage figé dans une détermination sombre. Mais c'est la 3e silhouette qui fit Adrian se figer sur son siège en face d'Helena, qui fit ses doigts se crisper sur le bord de la table, qui fit une lueur de reconnaissance et d'effroi traverser son visage avant qu'il ne le verrouille. L'homme était grand et mince, vêtu de soie noire qui semblait absorber la lumière plutôt que de la réfléchir, et il portait un médaillon antique autour du cou qui pulsait à un rythme ne correspondant à aucun battement de cœur humain. Son visage était sans âge de cette manière particulière qu'ont les vampires, des pommettes saillantes et des yeux sombres qui contenaient des siècles, et quand il sourit à Adrian, c'était le sourire d'un joueur d'échecs qui venait de voir 3 coups à l'avance. Séverin, dit doucement Adrien, et le nom tomba entre eux comme une pierre. Le restaurant ne s'était pas entièrement vidé après la scène précédente, certains clients trop fascinés pour partir, d'autres appelant des amis à les rejoindre, le directeur Richard se tenant près de la cuisine avec l'expression d'un homme regardant sa licence d'exploitation prendre feu spontanément. Séverin leva une main et prononça un seul mot dans une langue qu'Helena ne reconnut pas. Et soudain, les clients restants se retrouvèrent conduits vers les sorties par un personnel qui se déplaçait avec des yeux vitreux et une efficacité mécanique, les portes se refermant derrière eux avec une finalité qui noua l'estomac d'Helena. En 5 minutes, le Crescent avait été vidé de tout le monde sauf des acteurs clés, les fenêtres se couvrant de givre de l'intérieur, les lumières baissant pour créer une atmosphère qui ressemblait moins à une ambiance qu'à une scène se préparant pour un procès.
L'avocate de Marcus posa sa mallette sur la table Six et l'ouvrit avec des mouvements secs, extrayant un dossier épais de documents. Séverin se déplaça au centre du restaurant avec l'assurance de quelqu'un qui avait déjà fait cela de nombreuses fois, son médaillon captant la lueur des bougies et la renvoyant dans des couleurs qui ne devraient pas exister. Adrian resta assis dans sa banquette, et Helena remarqua qu'il ne l'avait pas touché depuis le retour de Marcus, ne l'avait pas regardé directement, s'était positionné avec soin pour paraître séparé. Même si tout le monde dans la pièce savait ce qu'il avait revendiqué 1 heure plus tôt. Séverin parla, et sa voix portait le poids d'une proclamation formelle, le genre de ton qui transforme une conversation en procédure judiciaire. Adrian Constantin Dragomir, vous avez invoqué le droit d'insulte et revendiqué cette femme comme votre compagne choisie. Marcus Aldridge a demandé une révision au Conseil en vertu de la clause de protection des témoins, article 12, qui permet à tout humain de refuser un défi si des preuves suggèrent une coercition dans la formation du lien de compagnonnage. L'air dans le restaurant changea, s'épaississant, et Helena sentit quelque chose presser contre sa peau comme des mains invisibles. « Contestez-vous cette requête ?» demanda Séverin. Et la mâchoire d'Adrian se contracta, mais il secoua la tête 1 fois, sèchement. « Pas de contestation, dit-il. Que l'enquête commence. » L'avocate sortit des photographies, les étalant sur la table comme des cartes à jouer, et Helena se vit sur chacune d'elles, capturée sous des angles qu'elle n'avait jamais remarqués, des moments qu'elle avait oubliés. La voilà livrant le vin d'Adrian les épaules voûtées, la peur évidente dans la tension de sa colonne vertébrale. La voilà s'éloignant de sa banquette les yeux baissés, soumise. La voilà près du bar, la main pressée contre sa poitrine, comme si son cœur s'emballait, le visage pâle. La voix de Marcus se joignit à celle de l'avocate, et ensemble ils construisirent un récit techniquement vrai, mais complètement faux, décrivant un puissant vampire traquant une immigrante vulnérable, utilisant la richesse et l'intimidation pour la piéger dans une attention qu'elle était trop effrayée pour refuser. 2 autres serveurs témoignèrent brièvement, Danny et une femme nommée Sarah, décrivant tous deux comment Helena avait semblé nerveuse autour d'Adrian, comment elle avait parfois pris plus de temps pour rassembler son courage avant d'approcher sa banquette, comment une fois ils avaient vu ses mains trembler après qu'il lui eut parlé. Tout était vrai. Mais tout manquait de contexte, de la façon dont la peur et la fascination pouvaient s'entremêler, de la façon dont elle avait été nerveuse parce qu'elle savait ce qu'il était et avait quand même choisi de le servir, choisi de sourire, choisi d'apprendre son nom. Séverin écouta avec une expression de neutralité judiciaire qui ne cachait pas tout à fait la satisfaction dans ses yeux, et quand les preuves furent présentées, il se tourna vers Helena avec le genre d'attention qui la fit se sentir disséquée. « Vous témoignerez sous enquête formelle, » dit-il, et le médaillon sur sa poitrine pulsa plus fort. La magie du traité contraint à la vérité. Si vous mentez, nous le saurons. Si vous refusez de répondre, Adrian perd le droit de défier et fait face à des sanctions pour fausses revendications de compagnonnage. Comprenez-vous? Helena hocha la tête, la gorge trop sèche pour parler, et Séverin lui fit signe de se tenir au centre du restaurant, dans l'espace entre les tables où la lumière s'accumulait comme de l'eau. Elle se déplaça sur des jambes qui semblaient déconnectées de son corps. Consciente de chaque regard sur elle, d'Adrian assis immobile dans sa banquette, le visage soigneusement impassible, interdit par le protocole de lui parler pendant l'enquête. Marcus se tenait les bras croisés, son avocate à ses côtés, et tous deux affichaient des expressions de triomphe sombre. Séverin prit position juste en face d'elle, assez près pour qu'elle puisse sentir une odeur de vieux papier et quelque chose de métallique, et leva les mains dans un geste qui fit vibrer l'air. Le médaillon flamba. Helena sentit quelque chose s'enrouler autour de ses côtes comme un fil de fer, non pas douloureux mais inéluctable, une pression qui exigeait l'honnêteté comme la gravité exige la chute. Saviez-vous ce qu'était Adrian lorsque vous avez accepté son attention pour la première fois?
demanda Séverine. Et Helena entendit sa propre voix répondre « oui », avant même d'avoir consciemment choisi de parler, la magie tirant la vérité d'elle comme un fil d'une bobine. « Aviez-vous peur de lui? » « Oui. »« Vous a-t-il fait des cadeaux? » « Oui. »« Vous a-t-il parlé dans votre langue maternelle? » « Oui. » « Avez-vous compris qu'il s'agissait de gestes de cour formels en vertu de la loi des vampires? » « Non. » Les questions s'enchaînèrent, construisant une image, et Helena sentit la fureur monter sous la peur, car elle entendait comment cela sonnait, comment chaque réponse véridique la peignait comme une victime, et Adrian comme un prédateur, et elle ne pouvait pas expliquer le contexte, ne pouvait pas décrire la solitude qui avait fait de son attention un rayon de soleil, ne pouvait pas leur faire comprendre que la peur et le choix n'étaient pas mutuellement exclusifs. Les yeux de Séverin brillèrent. « Avez-vous accepté sa cour de votre plein gré ?» demanda-t-il, en comprenant ce que l'acceptation signifiait. Le restaurant retint son souffle. La magie autour des côtes d'Helena se resserra, exigeant la vérité, et elle regarda Adrian pour la première fois depuis le début de l'enquête. Son expression était soigneusement neutre, mais ses mains étaient crispées, blanches, contre la table, et ses yeux contenaient quelque chose qui aurait pu être une supplique, des excuses, ou simplement l'acceptation de ce qu'elle choisirait. Elle regarda Marcus, qui souriait d'un air suffisant comme s'il avait déjà gagné. Elle regarda Séverine, qui l'observait avec la patience d'une araignée qui avait passé des heures à tisser la toile parfaite. Elle pensa aux pièces d'or dans son tiroir, aux livres qu'Adrian lui avait apportés dans la langue de sa grand-mère, à la façon dont il s'était enquis de ses rêves de boulangerie avec un intérêt sincère, à la solitude qu'elle avait vue dans ses yeux anciens qui correspondaient à la sienne. « Je ne comprenais pas la loi, » dit-elle, et la magie tira les mots d'elle, la vérité résonnant dans ses os. Mais je le comprenais, lui. Elle prit une inspiration, et les mots suivants ne vinrent pas de la contrainte, mais du choix. « Oui, j'ai accepté. » Les lumières vacillèrent, les bougies faiblirent. Quelque chose changea dans l'air, un son comme un chant de cristal, et Helena sentit une douleur aiguë dans sa poitrine, comme si quelqu'un avait accroché un fil autour de son cœur et tiré. Elle haleta, trébuchant, et vit Adrian se pencher en avant sur son siège, sa main tendue involontairement. Le fil entre eux devint visible pendant une demi-seconde, une ligne de lumière argentée s'étirant de sa poitrine à la sienne, puis il s'enfonça sous leur peau et disparut, mais Helena pouvait toujours le sentir, pouvait sentir le lien se mettre en place avec une finalité qui affaiblit ses genoux. Les lumières du restaurant se stabilisèrent. Les yeux d'Adrian s'étaient fermés, ses épaules s'affaissant, le soulagement marqué sur son visage avant qu'il ne le maîtrise. L'expression de Marcus se tordit en quelque chose de laid, son avocate feuilletant déjà des documents à la recherche d'un autre angle. Séverin se tenait très immobile, et Helena vit le calcul scintiller sur ses traits, le vit réévaluer le plan avec lequel il était entré. « Le défi est maintenu », annonça Séverin, sa voix portant un poids formel. « À l'aube, dans 3 jours, sur le terrain de la vieille cathédrale. » Il regarda Helena avec quelque chose qui aurait pu être du respect ou de la menace. « Vous êtes maintenant légalement reconnue comme la compagne choisie d'Adrian. Le lien est attesté et scellé. » Il se tourna vers Marcus. « Préparez votre testament. » Marcus ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. « C'est de la folie, » dit-il, sa voix montant. « Elle a été contrainte, vous avez vu les preuves. » Séverin secoua la tête, se dirigeant déjà vers la porte, sa soie noire bruissant comme des ailes. La magie dit qu'elle a choisi librement. La preuve de la peur n'est pas la preuve de la coercition. Beaucoup d'humains craignent les vampires, peu deviennent des compagnons. Elle l'a compris, a-t-elle dit. Cela suffit. La porte s'ouvrit, le givre fondant sur les fenêtres, et soudain le monde extérieur redevint visible, une foule pressée contre les vitres, téléphone levé,
diffusant en direct, enregistrant le moment où Elena avait cessé d'être anonyme pour devenir un nom qui ferait le tour des réseaux sociaux vampiriques et humains. Séverin s'arrêta sur le seuil et regarda Adrian avec un sourire sans chaleur. « 3 jours, dit-il. Je serais très intéressé de voir comment cela se termine. » Puis il disparut, l'avocate et Marcus le suivant, et le restaurant redevint juste un restaurant. Sauf qu'Elena pouvait sentir le lien sous sa peau comme un second battement de cœur. Pouvait sentir la présence d'Adrian même sans le regarder. Pouvait sentir le poids du choix s'installer sur ses épaules, comme une cape qu'elle n'avait pas demandée, mais qu'elle avait acceptée. Elle se tenait au centre du Crescent, dans l'espace entre les tables, et comprit qu'elle venait d'échanger sa vie tranquille contre quelque chose de vaste, de compliqué et de dangereux, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le domaine engloutit Elena tout entière la nuit de l'enquête, les gardes d'Adrian apparaissant de nulle part pour l'escorter à travers les ruelles, tandis que les camionnettes des chaînes d'information se précipitaient pour les suivre, leurs phares fendant l'obscurité comme des projecteurs à la recherche d'une proie. On lui avait accordé 10 minutes pour faire un sac dans son appartement pendant que 2 vampires montaient de la garde, leur présence transformant sa chambre exiguë en quelque chose d'un rêve fiévreux. Puis elle se retrouva dans une voiture aux vitres teintées, filant à travers la ville vers un bâtiment qu'elle n'avait jamais vu que de loin. La cathédrale reconvertie sur la colline, que tout le monde savait appartenir au roi des vampires, mais que personne ne mentionnait en bonne compagnie. Les portes s'ouvrirent pour eux sans contact, les volutes de fer s'écartant comme une bouche, et Elena aperçut la foule qui se rassemblait déjà à l'extérieur, humains et vampires mêlés, certains tenant des pancartes la qualifiant de traîtresse à son espèce, d'autres la qualifiant de victime. Aucun ne connaissant son nom, mais tous certains de comprendre son histoire. La cathédrale se dressait contre le ciel nocturne comme une accusation, tout en flèches gothiques et en vitraux qui brillaient de l'intérieur de couleurs qui ne devraient pas exister ensemble, et quand Elena sortit de la voiture dans la cour, elle sentit le poids de la pierre et de l'histoire s'abattre sur elle comme de l'eau. Adrian attendait à l'entrée, portant toujours le même costume que celui du restaurant, et il lui fit signe de le suivre à l'intérieur sans parler, son visage indéchiffrable dans la lumière étrange. L'intérieur lui coupa le souffle. La nef avait été convertie en une grande salle. Les bancs retirés, mais le plafond voûté intact, les vitraux filtrant le clair de lune en flaques de rouge, d'or et de bleu sur le sol en dalles. Des tapisseries pendaient entre les fenêtres, des œuvres anciennes dépeignant des batailles, des traités et des couronnements, et l'air sentait la vieille pierre et une magie plus ancienne encore. Des gardes se déplaçaient dans l'ombre, tous des vampires, leurs yeux la suivant avec le genre d'attention qui lui donnait la chair de poule. Adrian la conduisit en haut d'un escalier en colimaçon taillé directement dans la pierre, toujours plus haut jusqu'à ce qu'ils atteignent un couloir bordé de portes, et il en ouvrit une pour révéler une chambre plus grande que tout son appartement, meublée d'antiquités dignes d'un musée, dominée par un lit à baldaquin qui pouvait accueillir 6 personnes. « Votre chambre, dit-il tranquillement. Vous serez en sécurité ici. » Puis il partit, la porte se refermant derrière lui avec le bruit d'une crypte qu'on scelle, et Elena se retrouva seule dans la belle prison, se demandant ce qu'elle avait fait. Les 2 jours suivants devinrent un flou de chaos qui ne la toucha jamais directement, mais l'entoura comme une tempête, visible à travers chaque fenêtre et chaque écran. Le premier matin, elle se réveilla pour trouver le domaine assiégé, les équipes de télévision campant devant les portes, avec des camions satellites et des caméras, des hélicoptères tournant au-dessus jusqu'à ce que les gens d'Adrian fassent quelque chose qui les fit dévier et ne pas revenir. La télévision dans la grande salle diffusait une couverture 24 heures sur 24 du défi, des experts débattant du droit des vampires et des droits de l'homme, son visage apparaissant à l'écran sur des photographies dont elle ignorait l'existence, des images récupérées sur ses réseaux sociaux, ses dossiers d'emploi et les enregistrements de sécurité du Crescent. Il disséquait son accent, spéculait sur son statut d'immigrante,
remettait en question ses motivations avec le genre de certitude qui vient de ne rien savoir, mais de tout croire. Certains la qualifiaient de victime de la manipulation vampirique, pointant les photographies de l'avocate de Marcus comme preuve de coercition. D'autres la traitaient de croqueuse de diamants qui avait séduit un puissant vampire pour l'argent et le statut, inventant des théories élaborées sur son comportement calculé. Quelques-uns, très peu, suggéraient qu'elle pourrait simplement être une femme qui avait fait un choix. Mais ces voix étaient noyées par les récits plus bruyants, les histoires plus simples qui correspondaient au schéma existant de victimes et de méchants. Les alliés de Marcus lancèrent une campagne coordonnée, divulguant des histoires sur le passé d'Helena à des journalistes complaisants, inventant des détails lorsque la vérité était trop ennuyeuse. Elle avait des contraventions de stationnement impayées qui devinrent la preuve d'un comportement criminel. Elle avait une fois été en retard sur son loyer, ce qui devint une tendance à l'irresponsabilité financière. Elle était sortie avec un homme à l'université qu'ils retrouvèrent et payèrent pour qu'ils disent qu'elle était manipulatrice et froide. Rien de tout cela n'était vrai, mais la vérité importait moins que le récit. Et le récit qu'ils construisirent était celui d'une femme qui avait piégé un roi vampire pour son gain personnel. Helena lut chaque article, regarda chaque émission et refusa de se cacher. Le personnel d'Adrian tenta de la décourager, suggérant qu'elle se repose, qu'elle évite les nouvelles, qu'elle se concentre sur la préparation de la suite. Mais elle insista pour voir exactement ce qu'ils disaient, pour comprendre toute l'étendue de ce que son choix avait coûté. Les gardes la regardaient avec des expressions qui oscillaient entre la pitié et le respect. Et elle les ignora tous, assise dans la grande salle, avec son téléphone et la télévision allumée, absorbant la haine et les spéculations comme quelqu'un étudiant la carte d'un terrain dangereux. Adrian la trouva là le deuxième matin, entourée d'écrans montrant son propre visage, et il s'arrêta dans l'embrasure de la porte avec quelque chose qui ressemblait à de la douleur traversant ses traits. « Vous ne devriez pas vous torturer avec ça, » dit-il, et elle leva vers lui des yeux qui n'avaient pas bien dormi. « Si je dois survivre dans votre monde, » dit-elle, « je dois le comprendre. » Il s'assit alors à côté d'elle, prenant soin de laisser un espace entre eux, et ensemble ils regardèrent un panel d'experts débattre de la légalité des liens de compagnonnage vampirique, de savoir si le traité de Verre donnait aux vampires trop de pouvoir sur l'autonomie humaine, si Adrian lui-même devrait faire face à des sanctions pour avoir revendiqué une compagne qui ne comprenait manifestement pas ce qu'elle acceptait. Elle le sentit se tendre à chaque accusation, sentit le lien entre eux vibrer de sa colère réprimée, et réalisa qu'elle pouvait maintenant percevoir ses émotions, les sentir comme le temps de l'autre côté d'une fenêtre. « C'est toujours comme ça ?» demanda-t-elle tranquillement. « Quand un vampire prend un compagnon. » Il secoua la tête. « D'habitude, cela se passe en privé, en présence seulement de la famille et du conseil. Ceci est, » il marqua une pause, « inhabituel. Je vous ai transformé en cible. » Elle faillit rire. « Marcus a fait de moi une cible. Vous m'avez juste donné des armes pour me défendre. » Ses yeux croisèrent les siens, gris, anciens et épuisés. « Quelles armes? » « Un roi vampire qui m'a revendiqué comme sa compagne choisie, » dit-elle. « Un statut légal, un lien qui signifie que me faire du mal a des conséquences. Avant, j'étais juste une serveuse dont on pouvait se moquer. Maintenant, je suis une pièce politique. Ce n'est pas rien. » Séverin arriva le deuxième après-midi, annoncé par des gardes qui semblaient mécontents de l'admettre, mais liés par le protocole du conseil qui les obligeait à autoriser l'accès. Il vint seul, vêtu de nouveau de soie noire, le médaillon à son cou pulsant de ce rythme étrange, et il demanda à parler à Helena en privé avec le genre de courtoisie qui était en réalité un ordre. La mâchoire d'Adrian se contracta, mais il hocha la tête une fois et quitta la pièce, et Helena se retrouva seule avec le vampire qui voulait clairement l'utiliser comme une arme contre l'homme qu'elle avait choisi. Séverin ne perdit pas de temps en politesse.
Il s'assit en face d'elle dans la grande salle, les vitraux projetant des couleurs sur son visage sans âge, et parla avec la précision de quelqu'un faisant une proposition commerciale. « Vous n'avez rien à faire ici, dit-il. Vous êtes une femme humaine qui voulait une vie tranquille, et qui se retrouve liée à un roi avec des siècles d'ennemis. Adrian vous utilise comme une pièce sur un échiquier dans des jeux que vous ne pouvez pas comprendre. » Elena croisa les mains sur ses genoux pour les empêcher de trembler. « Et vous, que faites-vous » Il sourit, un sourire mince et froid. « Je vous offre une sortie. Rétractez votre témoignage. Affirmez que vous avez été contrainte par la magie du lien, que vous n'avez pas compris ce que vous acceptiez avant qu'il ne soit trop tard. Je soutiendrai votre pétition auprès du Conseil. Adrian perdra le défi, oui, mais il sera aussi forcé de vous libérer du lien. Je peux vous arranger de l'argent. Une nouvelle identité, une vie loin d'ici où personne ne connaîtra votre nom. » Elle l'étudia, cette créature ancienne qui parlait de sa liberté tout en essayant de la piéger dans une cage différente. « Et en retour ?»« En retour, dit-il. Adrian est affaibli. Il perd de son influence au sein du Conseil. D'autres vampires voient que revendiquer une compagne vous rend vulnérable plutôt que fort. Peut-être qu'il fera face à des sanctions. Peut-être qu'il se retirera. Peut-être que le trône passera à quelqu'un avec un meilleur jugement. « Quelqu'un comme vous, dit Helena. Séverin inclina la tête. Je sers le Conseil depuis 3 siècles. Je comprends la politique. Adrian ne comprend que la guerre. C'est une relique d'une époque violente, qui utilise des méthodes violentes. Le traité de Verre exige un leadership différent. » Elle regarda la télévision, en sourdine maintenant, mais montrant toujours son visage à l'écran, montrant la foule devant les portes, montrant Marcus dans une interview, affirmant qu'il n'avait fait que se défendre contre l'agression d'un vampire. « Et Marcus ?» demanda-t-elle. « Qu'est-ce qui lui arrive ?» Séverin fit un geste dédaigneux de la main. « Le défi est annulé, il s'en va. Un petit prix à payer pour supprimer un précédent dangereux. » Vous voulez dire le précédent de vampires protégeant leurs compagnons de l'humiliation publique, dit Helena. Ou le précédent d'humains ayant leur mot à dire dans les relations avec les vampires? Ou peut-être juste le précédent d'Adrian étant prêt à se battre pour quelqu'un? Les yeux de Séverin se durcirent. Vous êtes naïve. Adrian ne se bat pas pour vous. Il se bat pour sa fierté, son territoire, son pouvoir. Vous êtes un symbole qu'il défend, pas une personne. Et vous essayez de m'utiliser pour le détruire, dit Helena en se levant. Au moins, Adrian me donne le choix. Elle sortit avant qu'il ne puisse répondre, ses mains tremblant maintenant qu'elle lui avait tourné le dos, et elle trouva Adrian dans la bibliothèque, une pièce tapissée du sol au plafond de livres dans des langues qu'elle ne reconnaissait pas. Il leva les yeux quand elle entra, et elle vit la question dans son regard. « Il vous a offert une porte de sortie, » dit doucement Adrian. « Pourquoi avez-vous refusé ?» Elle s'assit dans le fauteuil en face de son bureau, épuisée, en colère et lucide. « Dites-moi la vérité. Saviez-vous que cela arriverait? Saviez-vous que me revendiquer se transformerait en un piège politique? » Il resta silencieux un long moment, ses doigts traçant le bord d'un vieux manuscrit. « Oui, dit-il finalement. Je soupçonnais que Séverin l'utiliserait contre moi. Le Conseil cherche une raison de remettre en question mon leadership depuis des décennies. Je suis, comme il l'a dit, une relique. Je crois aux anciennes coutumes, à l'honneur, à la protection et aux conséquences de la cruauté. Le Conseil moderne préfère la politique, les compromis et laisser les humains se débrouiller seuls tant que le traité reste intact. » Il la regarda, et elle y vit de la vulnérabilité, vit le poids des siècles. « Si je vous avais dit ce que la cour signifiait, vous vous seriez enfui. J'ai été égoïste. Je voulais que vous me choisissiez avant de comprendre le coup. »« Vous avez raison, » dit Helena. « Je me serais enfuie. »« Mais je suis là maintenant. » Elle se pencha en avant.
Apprenez-moi à survivre à ce qui vient. Alors il le fit. Pendant 2 jours, dans les heures entre les tempêtes médiatiques, les manipulations de Séverin et l'aube approchante, Adrien lui enseigna l'étiquette vampirique, le droit des traités et l'histoire des défis. Il lui montra le traité de verre original, un document signé dans le sang et attesté par la magie, expliquant comment il avait mis fin à des siècles de guerre ouverte entre humains et vampires, en créant un cadre où les deux espèces pouvaient coexister sous une loi commune. Il expliqua le droit d'insulte, comment il avait été conçu pour protéger les compagnons des vampires du genre de cruauté désinvolte qui pouvait dégénérer en vendetta, comment il exigeait un défi formel pour empêcher la violence vengeresse. Il la guida à travers le domaine, lui montrant les positions des gardes, les pièces sécurisées, les issues de secours, la traitant non pas comme une possession à protéger, mais comme une partenaire qui devait comprendre le terrain. Et dans les moments calmes, tard dans la nuit, lorsque les équipes de télévision cessaient enfin de diffuser et que les manifestants rentraient chez eux et que le domaine s'installait dans le silence particulier de la pierre et du clair de lune, il lui parla de la solitude de vivre pendant des siècles, de voir tous ceux que l'on aime vieillir et mourir, de la façon dont l'immortalité devenait une sorte de prison où la connexion était toujours temporaire et la confiance toujours un pari. Elle lui parla des histoires de sa grand-mère, de son départ de son pays, avec rien d'autre qu'une valise et un rêve, de l'épuisement d'être toujours une étrangère, toujours l'autre, travaillant toujours 2 fois plus dur pour la moitié de la reconnaissance. Ils étaient tous deux déplacés, réalisa-t-elle, tous deux en quête d'appartenance dans un monde qui n'avait pas tout à fait de place pour eux, et le lien entre eux vibrait de reconnaissance, du début fragile de quelque chose qui pourrait devenir de l'amour s'il survivait assez longtemps. Le 3e matin, quelques heures avant l'aube, Helena se tenait à la fenêtre de sa chambre d'emprunt et regardait la foule se rassembler devant les portes, plus nombreuse maintenant, des centaines de personnes attendant d'assister au défi, et elle comprit pleinement ce qu'Adrian avait essayé de lui dire. Le défi ne concernait plus son honneur. Il s'agissait de savoir si un roi vampire pouvait protéger sa compagne sans être qualifié de tyran, si le traité de verre se plierait pour accommoder d'anciennes notions d'honneur ou se briserait sous la pression de la politique moderne, si Helena elle-même deviendrait un symbole de la manipulation vampirique ou de l'agentivité humaine. Séverin voulait qu'Adrian tue Marcus pour pouvoir qualifier cela de meurtre et pousser à des sanctions. Les alliés de Marcus voulaient qu'Adrian fasse preuve de pitié pour qu'il puisse qualifier cela de faiblesse et encourager d'autres challengers. Adrian voulait suivre une ligne qui n'existait probablement pas, défendre Helena sans donner de munitions à ses ennemis, et Helena réalisa avec une clarté cristalline que quoi qu'il arrive à l'aube, plus rien ne serait simple. L'aube se leva sur le terrain de la vieille cathédrale comme une blessure s'ouvrant dans le ciel, du rouge et de l'or se déversant sur des ruines qui avaient vu des siècles de lois vampiriques se jouer dans le sang et le rituel, et Helena se tenait au bord du cercle de pierre, regardant son choix prendre une forme physique dans la foule qui se rassemblait. Ils vinrent par centaines, peut-être par milliers, se pressant contre des barrières qui scintillaient d'une magie destinée à contenir la violence, humains et vampires, attirés par le spectacle, la politique et le besoin primal d'assister aux conséquences. Les équipes de télévision avaient pris position sur les murs en ruine, leurs caméras braquées sur le cercle où le givre s'accrochait encore à la pierre, malgré le soleil approchant, et Helena pouvait voir son propre visage sur des écrans lointains, en écran partagé avec celui d'Adrien, sa terreur diffusée à quiconque possédait un téléphone ou une télévision. Le conseil se tenait en formation officielle du côté Heth, 7 vampires en noir de cérémonie, Séverin au centre portant son médaillon pulsant et une expression de neutralité judiciaire qui ne trompait personne, sachant lire la satisfaction dans ses yeux. Marcus attendait à l'intérieur du cercle, torse nu comme l'exigeait la tradition, sa peau brillant déjà de sueur malgré le froid,
Ses amis regroupés derrière les barrières, criant des encouragements qui sonnaient de plus en plus creux à mesure que la réalité de ce qu'il affrontait devenait claire. Adrian se tenait en face de lui, également torse nu, et Elena vit pour la première fois les cicatrices qui traversaient son torse, des lignes blanches sur une peau pâle qui parlaient de batailles menées avant le traité, avant que la civilisation n'ait superposé des règles à la violence. Il ne l'avait pas regardée depuis leur arrivée, sa concentration absolue, mais elle le sentait à travers le lien, sentait sa peur non pas pour lui-même, mais pour ce qu'elle allait voir, ce qu'elle comprendrait de lui quand le combat commencerait. Le maître du défi s'avança, un ancien vampire nommé Théron, qu'Helena avait brièvement rencontré au domaine, son visage marqué par un âge que les vampires montraient rarement, sa voix portant sur le terrain sans amplification. Traité de verre et les anciennes lois qui le précèdent, annonça-t-il. Nous nous réunissons pour assister à un défi formel en vertu du droit d'insulte. Adrian Constantin Dragomir, roi des vampires, a revendiqué la protection de sa compagne choisie Helena Vassil contre un déshonneur public. Marcus Aldridge a refusé les excuses et accepté le défi. Le combat continuera jusqu'au premier sang, à la reddition ou à la mort. Le traité exige des témoins. Vous êtes témoins. Commencez. Ils bougèrent. Marcus frappa le premier, plus vite qu'Helena ne s'y attendait, d'une vitesse inhumaine, traversant le cercle dans un flou que ses yeux peinaient à suivre, et son poing percuta les côtes d'Adrien avec un bruit d'arbres se fendant. Adrien absorba le coup et contra, gracieux comme un danseur, ses mouvements économiques et précis, chaque frappe visant à neutraliser plutôt qu'à tuer. Ils se tournèrent autour sur la pierre couverte de givre, leur souffle formant de la buée dans l'air froid, et la foule se tut, à l'exception des halètements lorsque les coups portaient, lorsque le sang apparut pour la première fois, lorsque l'ancien rituel de violence se déroula selon des règles plus anciennes que les nations qui regardaient. Helena se tenait là où le protocole l'exigeait, au bord du cercle désigné pour les compagnons, les mains si serrées que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Elle s'était attendue à ce qu'Adrien domine, avait supposé que des siècles d'expérience rendraient cela rapide, mais Marcus lui tenait tête, portait des coups qui faisaient reculer Adrien, se déplaçait avec une vitesse et une force qui semblaient anormales, même en tenant compte de l'amélioration vampirique. Le visage d'Adrien montrait de la concentration mais aussi de la confusion, la douleur traversant ses traits lorsque le poing de Marcus attrapa sa mâchoire, lorsque ses côtes subirent un autre impact qui aurait dû briser des os, et Helena vit le moment exact où Adrien réalisa que quelque chose n'allait pas, vit le calcul remplacer l'instinct dans ses yeux. Il commença à se retenir, laissant Marcus prendre l'avantage, encaissant des dégâts qu'il aurait pu éviter, et Helena ne comprit pas jusqu'à ce qu'elle voie Séverin se pencher légèrement en avant, voit la concentration intéressée sur le visage du membre du conseil, voit les cadreurs zoomer pour capturer chaque instant du roi des vampires, luttant contre un humain qui ne devrait pas pouvoir le toucher. Le piège se cristallisa dans son esprit avec une clarté terrible. Marcus avait été amélioré, doté d'une force au-delà de ce que le traité autorisait, et si Adrien le tuait dans ce qui semblait être un combat loyal, Séverin pourrait prétendre que l'amélioration était de l'adrénaline naturelle, pourrait accuser Adrien de violence inutile, pourrait dépeindre tout le défi comme un vampire tyrannique exécutant un humain qui ne faisait que se défendre. Si Adrien gagnait sans tuer, s'il faisait preuve de pitié, d'autres challengers émergeraient, enhardis par la connaissance que le roi pouvait être battu, que sa protection venait avec une hésitation. Dans tous les cas, Séverin gagnait. Dans tous les cas, la position d'Adrien s'affaiblissait. Dans tous les cas, Helena devenait le catalyseur de sa chute. Elle regarda Marcus porter un autre coup impossible, regarda le sang d'Adrien gicler sur la pierre couverte de givre, regarda le roi des vampires se battre avec une main attachée dans le dos par la politique et la loi,
et la fureur s'enflamma dans sa poitrine, assez chaude pour brûler la peur. Elle avait un statut légal maintenant. Séverin lui-même l'avait confirmé lors de l'enquête. Elle n'était pas seulement une compagne, elle était une participante reconnue dans le droit des vampires, et cela signifiait qu'elle avait une voix. Elle entra dans le cercle. La foule haleta. La tête d'Adrian se tourna brusquement vers elle, les yeux écarquillés d'horreur, et Marcus recula en titubant, respirant difficilement, regardant entre eux avec une confusion qui se transforma rapidement en opportunité. Séverin se leva de son siège. « Compagne, lança-t-il, la voix sèche, vous violez le protocole. Retournez à votre place où le défi est annulé. » Helena l'ignora, marchant jusqu'au centre du cercle de pierre, où le sang et le givre se mélangeaient en motifs artistiques, où Marcus se tenait à portée de frappe, où Adrian s'était figé sur place. « Testez-le » cria-t-elle, assez fort pour porter sur tout le terrain, assez fort pour que chaque caméra capture la scène. « Il a été amélioré, ce n'est pas un défi loyal. » La foule explosa. Séverin s'avança, son visage se tordant d'une colère à peine contenue sous son sang-froid judiciaire. « Elle n'a aucune formation, » dit-il au conseil assemblé, « aucune autorité pour interpréter ce qu'elle voit. C'est une tentative transparente de sauver Adrian d'une défaite légitime. » Theron, l'ancien vampire qui avait annoncé le défi, s'avança avec une lenteur délibérée. Et Helena vit quelque chose qui aurait pu être de l'approbation traverser son visage ridé. « Madame la compagne a le droit de demander des preuves en vertu de l'article 9, » dit-il tranquillement. « Elle a des yeux. Si elle soupçonne une violation des termes du traité, le Conseil doit enquêter. Elle en a le droit. » La mâchoire de Séverin se contracta. C'est sans précédent. Theron soutint son regard. Tout comme améliorer un challenger humain avec de la magie du sang et prétendre que c'est naturel. Testez-le. Le Conseil délibéra, 7 vampires en conciliabule qui dura moins de 30 secondes, et quand ils se séparèrent, l'un d'eux s'approcha de Marcus avec un petit instrument en argent qui ressemblait à un diapason. Marcus recula, le visage blêmissant, et Helena sut avant même que le test ne le touche qu'elle avait raison. Le vampire pressa l'instrument contre la poitrine de Marcus et il s'illumina d'un rouge vif, la couleur de la magie interdite, d'une amélioration qui violait toutes les dispositions du traité sur l'interaction entre humains et vampires. La foule rugit. Les caméras capturèrent la lumière rouge sous tous les angles. Le visage de Séverin devint soigneusement impassible. Le membre du conseil tenant l'instrument annonça d'une voix qui tremblait de rage ou de justification que Marcus Aldridge avait été amélioré avec de la magie du sang de vampire, une violation passible de sanctions contre le destinataire humain et le donneur vampire, que le défi était déclaré nul, que Marcus serait détenu en attendant une enquête. Marcus resta figé un instant, sa poitrine brillant encore de rouge, ses amis derrière les barrières se fondant déjà dans la foule. Puis son visage se tordit d'humiliation, de rage et de calcul désespéré, et sa main bougea plus vite qu'Helena ne put la suivre, produisant une lame de quelque part, petite et argentée, et visant directement sa gorge. Adrian bougea. Pour la première fois dans le combat, il cessa de calculer, de mesurer les conséquences, d'être un roi lié par la politique, et redevint simplement ce qu'il était, un vampire avec des siècles de massacres affinés en instinct. Il traversa l'espace entre eux en moins d'un clin d'œil, plus vite que les caméras ne purent le capturer clairement, et sa main attrapa le poignet de Marcus en plein vol, le tranchant de la lame à un pouce de la peau d'Helena. Son autre main s'enroula autour de la gorge de Marcus, le soulevant du sol avec une force sans effort, et le son que Marcus émit n'était pas humain. C'était le sifflement aigu d'un homme réalisant qu'il avait fatalement mal calculé. Adrian attrapa la lame alors que la prise de Marcus se relâchait, l'attrapa à main nue, et Helena vit le sang couler sur son poignet, vit le soleil se lève complètement sur l'horizon à ce moment précis,
vit la lumière se déverser sur la scène comme un jugement divin, illuminant Adrian par derrière de sorte qu'il ressemblait à une créature sortie d'un tableau, ange guerrier ou démon vengeur, beau et terrible. Vous venez de me donner une justification légale, murmura-t-il à Marcus, trop bas pour que quiconque sauf Helena et l'homme mourant l'entende. Puis plus fort, sa voix portant à travers le terrain soudainement silencieux, au conseil, aux caméras et au monde entier. Il a attaqué ma compagne. Je revendique le droit d'exécution en vertu de l'article 7. Séverin se tenait immobile, le visage pâle, son médaillon pulsant rapidement contre sa poitrine. Le conseil délibéra à nouveau, et cette fois Théron n'attendit pas le consensus avant de parler. Le droit est valide, annonça-t-il. L'exécution est autorisée. La main d'Adrian se resserra. Marcus se débattit, son visage devenant violet, ses yeux exorbités, et Helena voulut détourner le regard mais se força à regarder, parce que c'était le prix, c'était ce que son choix signifiait. Une protection bâtie sur la violence, un trône bâti sur les cendres de ceux qui avaient sous-estimé ce que le roi ferait, pour défendre ce qu'il revendiquait. La mort fut rapide. Adrian savait tuer efficacement, avait probablement tué des milliers de personnes au cours de sa longue existence. Et quand Marcus devint flasque, Adrian déposa le corps sur la pierre tachée de sang avec quelque chose qui ressemblait presque à de la douceur, comme un respect pour un ennemi vaincu. Puis il se tourna vers Helena, la poitrine haletante, le sang coulant le long de son bras là où il avait attrapé la lame, le givre fondant autour de lui sous la chaleur de l'effort, et ses yeux croisèrent les siens à travers un mètre d'espace qui semblait des kilomètres. Elle y vit de la peur qu'elle s'enfuit maintenant qu'elle avait vu ce qu'il était vraiment, la peur que le lien entre eux se brise sous le poids de la violence dont elle avait été témoin. Elle s'avança. Ses mains tremblaient, mais elle tendit la sienne et prit sa main ensanglantée dans les deux siennes, et elle sentit le lien entre eux vibrer de reconnaissance, d'acceptation, du début de quelque chose qui pourrait survivre à ce qu'il venait d'endurer. La foule explosa à nouveau, les flashs des appareils photo crépitants, les voix criant des questions, des accusations et des approbations, mais Helena n'entendit rien de tout cela. Elle regarda Adrian et ne vit pas un monstre, mais un roi brisé qui venait de tuer pour la protéger, qui avait navigué entre la pitié et la nécessité, et s'en était sorti encore debout. Derrière eux, Séverine battait déjà en retraite, calculant déjà son prochain coup, sa manipulation exposée mais non punie, sa position au conseil intacte même si son plan immédiat avait échoué. La victoire était creuse. Marcus était mort, Séverin était toujours dangereux, et Helena venait de devenir la compagne de vampire la plus visible depuis un siècle, son visage sur tous les écrans, son choix disséqué par des millions de personnes qui ne comprendraient jamais ce que c'était que d'être vu par quelqu'un d'ancien et de seul, de choisir l'appartenance même quand cela coûtait tout. Mais elle était toujours debout. Adrian était toujours debout. Le lien entre eux vibrait de leur survie partagée, de leur protection mutuelle, des fondations fragiles d'une confiance bâtie dans le sang, le givre et la lumière de l'aube. Le défi était terminé, mais Helena comprit avec une clarté parfaite que le vrai combat ne faisait que commencer. 3 nuits après le défi, Helena franchit la porte d'entrée du Crescent pour son dernier service, et le restaurant retint son souffle comme une église pourrait le faire lorsqu'un fantôme revient s'asseoir sur son ancien banc. Elle avait donné sa démission le matin après l'exécution, appelant Richard depuis le domaine pour lui expliquer d'une voix qui ne tremblait que légèrement qu'elle travaillerait 1 semaine de plus pour lui laisser le temps de trouver un remplaçant, qu'elle ne disparaîtrait pas simplement, même si disparaître aurait été plus facile. Il avait essayé de refuser, avait balbutié quelque chose sur le fait de comprendre si elle avait besoin de partir immédiatement, sur le fait de ne pas vouloir lui causer de stress. Mais elle avait été ferme parce que c'était important, parce qu'elle partirait selon ses propres termes, sortant par la grande porte la tête haute plutôt que d'être emportée par des circonstances qu'elle n'avait pas choisies. La salle à manger était la même que depuis 8 mois,
tout en luminaire de laiton et en lueur de bougies, un doux jazz filtrant à travers des haut-parleurs cachés. L'odeur de romarin et de bœuf saisit se mêlant au vin coûteux et à la tension particulière des gens riches dépensant leur argent pour des expériences qu'ils pourraient photographier. Mais tout semblait différent maintenant, transformé à la fois par l'absence et la présence, par la table vide où Marcus et ses amis avaient l'habitude de s'asseoir, réservée en permanence maintenant avec une petite plaque de laiton qui ne disait rien, mais signifiait tout pour quiconque avait été là 3 nuits auparavant. Certains clients détournaient les yeux quand Helena se déplaçait dans la salle pour prendre les commandes, leur malaise palpable, comme si sa présence leur rappelait une violence qu'ils préféraient oublier. D'autres la regardaient avec quelque chose qui ressemblait à un respect prudent ou peut-être de la peur, ou simplement de la curiosité pour la femme qui était entrée dans un cercle de défis et en avait changé l'issue par pure audace. Adrian était assis dans sa banquette d'angle, exactement comme il l'avait fait pendant 3 mois avant que tout ne change. Et quand Helena s'approcha avec son carnet prêt, il leva les yeux vers elle avec un regard qui contenait question, espoir et une vulnérabilité à peine dissimulée. « La même chose que d'habitude ?» demanda-t-elle, son accent épais et sans excuse, sa voix stable d'une manière qu'elle ne l'avait pas été 3 nuits plus tôt. Et il hocha la tête une fois, ce geste prévenant qui reconnaissait son choix d'être ici, son refus de se cacher. Elle lui apporta le Bordeaux qu'il ne buvait jamais, le posa avec des mains qui ne tremblaient pas, et sentit le lien entre eux vibrer de reconnaissance, de l'étrange intimité de 2 personnes qui s'étaient vues sous leur pire jour et avaient choisi de rester quand même. Le service passa dans un flou de tâches ordinaires, rendu extraordinaire par le contexte, par la connaissance que c'était la dernière fois qu'elle porterait des plateaux dans cette salle, la dernière fois qu'elle sourirait à des clients exigeants en prétendant que leur impolitesse ne la blessait pas, la dernière fois qu'elle serait juste Helena la serveuse plutôt qu'Helena la compagne du roi des vampires. Ses collègues la traitaient avec une politesse prudente, comme si elle pouvait se briser ou exploser, et elle voulait leur dire qu'elle était toujours la même personne qui les avait formés sur la carte des vins et avait couvert leur service quand ils étaient malades, mais elle comprenait que ce n'était plus tout à fait vrai, qu'elle avait changé de manière à rendre l'amitié désinvolte compliquée. Richard la trouva près de l'heure de la fermeture, son visage mince plissé par l'émotion, et il pressa une enveloppe dans ses mains qu'elle sut, sans l'ouvrir, contenir plus d'argent qu'on ne lui devait, une indemnité de départ, de la culpabilité ou simplement de la gentillesse. « Merci pour le travail, » lui dit-elle, le regardant dans les yeux pour qu'il sache qu'elle était sincère. « Je n'oublierai pas d'où je viens. » Il hocha la tête, incapable de parler, et se retira dans son bureau, et Helena glissa l'enveloppe dans son tablier et retourna dans la salle à manger où seul Adrian restait, le dernier client comme il avait été le premier il y a tous ces mois. Elle s'approcha de sa banquette et il lui fit signe de s'asseoir, cette même invitation qu'il lui avait offerte 3 nuits plus tôt, quand tout avait volé en éclats, et cette fois elle s'assit sans hésitation, se glissant dans le cuir en face de lui avec l'aisance de quelqu'un réclamant un espace qui lui appartenait. Il plongea la main dans sa veste et en sortit quelque chose de petit et de lourd, le posa sur la table entre eux avec le genre de soin habituellement réservé aux explosifs ou aux sacrements. Une clé en fer, ancienne et ornée, le métal sombre avec l'âge, et Helena la ramassa, sentant son poids dans sa paume, sentant la possibilité, la promesse et le chemin non emprunté. « La boulangerie », dit doucement Adrien, et son accent était celui de son enfance, la langue des histoires de sa grand-mère. À 2 rues d'ici, un emplacement d'angle, beaucoup de passages. Le bail est payé pour 5 ans. L'équipement est neuf. Le nom sur l'acte de propriété est le vôtre. Aucune obligation. Helena retourna la clé dans ses doigts, regardant la lueur des bougies se refléter sur le métal usé, et elle sentit les larmes lui piquer les yeux pour la première fois depuis le défi. « Je peux vraiment la garder ?» demanda-t-elle. « Sans condition,
sans attente, sans dette? Partez si vous le voulez, dit-il, et sa voix était rauque d'une émotion qu'il essayait de contenir. Ouvrez votre boulangerie, vivez votre vie tranquille, soyez en sécurité. Je vous protégerai de toute façon. Le lien ne vous oblige pas à rester avec moi. Il m'oblige seulement à vous garder en sécurité. Elle le regarda à travers la petite table. Cette créature ancienne qui avait tué pour elle, qui lui avait offert un trône bâti sur les cendres et le sang, qui lui offrait maintenant une évasion de tout ce qu'il représentait. C'est ça le problème, dit-elle doucement. Je n'ai plus envie de partir. Ses yeux se fermèrent brièvement, un soulagement si profond qu'il ressemblait à de la douleur traversant son visage, et quand il les rouvrit, il brillait de quelque chose qui aurait pu être des larmes si les vampires pouvaient pleurer. Y en aura-t-il d'autres comme Séverin? Demanda Helena, empochant la clé mais sans la ranger, la gardant comme un talisman, un rappel, ou peut-être juste une assurance. Toujours, dit Adrian, et l'honnêteté de ses paroles était brutale et éclairante. Le conseil est fracturé. Mes ennemis voient une faiblesse maintenant que j'ai quelque chose à perdre. Il y aura d'autres défis, plus de manipulation, plus de tentatives de vous utiliser contre moi. Votre vie sera dangereuse aussi longtemps que vous choisirez d'être avec moi. Elle y réfléchit, retournant la question dans son esprit comme elle avait retourné la clé, l'examinant sous tous les angles. Alors j'aurai besoin de meilleures chaussures, dit-elle, et elle le disait comme une blague, une façon de briser la tension qui les avait enveloppés comme un fil de fer, mais son visage se transforma avec un amusement sincère, le premier vrai sourire qu'elle voyait de lui, et il plongea à nouveau la main dans sa veste et en sortit une boîte en velours qui semblait appartenir à un musée. Il l'ouvrit pour révéler des bottes, des objets anciens avec des motifs complexes et des lacets qui semblaient faits à la main, parfaitement à sa taille, et quand elle en souleva une, elle sentit le poids du renfort en acier dans les semelles, sentit le savoir-faire qui avait été nécessaire pour créer quelque chose de beau et de mortel. Pour danser, dit Adrian, et son sourire ne s'était pas effacé. Et pour courir, selon nos besoins. Helena rit, le son jaillissant de sa poitrine, inattendu et sincère, le premier moment vraiment sans défense entre eux, et la tension dans le restaurant se brisa comme du verre. Elle sentit le lien entre eux vibrer de chaleur, d'humour partagé, des fondations de quelque chose qui pourrait devenir de l'amour s'il survivait assez longtemps pour le laisser grandir. Elle se leva de la banquette et il se leva avec elle, et elle rassembla ses affaires dans le petit casier à l'arrière, quitta son uniforme pour la dernière fois, et revint dans la salle à manger vêtue de ses vêtements de ville et portant la boîte en velours avec ses bottes mortellement belles. Le Crescent était vide maintenant, à l'exception d'Adrian, le personnel s'étant retiré pour leur donner de l'intimité ou peut-être simplement pour éviter d'être témoin de la suite, et Helena se déplaça dans l'espace, se sentant plus petite sans l'uniforme, se sentant plus elle-même. Elle s'arrêta à la porte et regarda en arrière vers la banquette d'angle, vers la table vide avec sa plaque de laiton, vers les miroirs qui montraient son reflet mais pas le sien, et elle comprit qu'elle laissait derrière elle plus qu'un travail. Elle laissait derrière elle la femme qui avait travaillé ici, la femme qui s'était faite petite pour survivre, la femme qui n'avait pas connu sa propre valeur. Puis elle remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Une silhouette dans l'ombre près du bar, à moitié cachée par l'angle de la lumière, l'observant avec des yeux qui brillaient trop fort, qui reflétaient la lueur des bougies comme ceux d'un chat. Pas un client habituel, pas un membre du personnel, quelqu'un de nouveau, quelqu'un placé délibérément, quelqu'un dont la présence ressemblait à un message enveloppé de menaces. « Nous avons de la compagnie », murmura-t-elle à Adrian, qui s'était placé à côté d'elle, et elle sentit sa main se poser sur le bas de son dos, chaude et stable. « Je sais, » dit-il tranquillement. « Avez-vous peur? » « Oui, » dit Helena, parce que l'honnêteté semblait importante maintenant.
semblait être la base sur laquelle ils construiraient s'ils voulaient survivre à ce qui les attendait. Mais j'ai plus peur de fuir. La silhouette dans l'ombre ne bougea pas, ne s'approcha pas, regarda simplement avec une malveillance patiente qu'Helena reconnut comme l'œuvre de Séverin, le prochain coup de Séverin, dans un jeu qui ne se terminerait pas avec la mort de Marcus, qui continuerait tant qu'elle et Adrian se choisiraient. Elle pouvait partir maintenant. Prendre la clé de la boulangerie et disparaître dans une vie tranquille, laisser Adrian affronter ses ennemis seul. Choisir la sécurité plutôt que l'appartenance, la solitude plutôt que le partenariat, le chemin non emprunté plutôt que le trône bâti sur les cendres. Elle croisa le regard d'Adrian et hocha la tête une fois, sèchement et avec certitude, et sa main se resserra sur son dos en guise de reconnaissance, de gratitude ou simplement de solidarité. Il ouvrit la porte, et ils sortirent ensemble dans la nuit, dans la ville qui brillait des lumières de la circulation et des néons, sous les yeux observateurs des caméras qui n'étaient jamais tout à fait partis, vers un avenir qui serait dangereux, compliqué, et plein d'ennemis qui voudraient l'utiliser comme une arme contre l'homme qu'elle avait choisi. Mais elle ne marchait pas seule. Sa main trouva la sienne alors qu'ils avançaient dans la rue, leurs doigts s'entrelaçant avec le naturel de l'habitude, même s'ils ne s'étaient jamais tenus la main auparavant, et elle sentit le lien entre eux se transformer en quelque chose de solide, quelque chose sur lequel elle pouvait construire. Derrière eux, la silhouette dans l'ombre sortit du crescent et les suivit à distance, sans se cacher, voulant être vue, voulant qu'ils sachent qu'ils étaient observés, que Séverin n'avait pas abandonné, que le défi à l'aube n'avait été que le premier coup d'un jeu plus long. Helena sentit Adrian se tendre à ses côtés, le sentit calculer les menaces, les réponses et les conséquences, sentit le poids de siècles de manœuvres politiques peser sur ses épaules. Elle lui serra la main et il baissa les yeux vers elle avec surprise et quelque chose qui aurait pu être de l'émerveillement, et elle sourit, un sourire petit et féroce, le sourire d'une femme qui avait choisi son champ de bataille et était prête à se battre. La ville s'étendait devant eux, pleine de lumière, d'ombre et de possibilités, pleine de dangers qu'ils affronteraient ensemble et de choix qu'ils feraient en connaissant le coup. La clé de la boulangerie pesait lourd dans sa poche, un rappel que l'évasion était toujours possible, que la vie tranquille attendait toujours si elle le voulait. Mais elle avait goûté à l'appartenance maintenant, avait senti ce que signifiait être vue, choisie et protégée, avait compris que la sécurité sans connexion n'était qu'une autre forme de prison. Alors elle marcha dans la nuit aux côtés du roi des vampires, consciente de l'observateur derrière eux, consciente des ennemis qui se rassemblaient, consciente qu'elle avait échangé son anonymat contre un trône dont elle n'était pas sûre de vouloir et un partenariat dont elle n'était pas sûre qu'il survivrait. Mais elle avançait, la tête haute, l'accent sans excuse, ne se faisant plus petite pour survivre, mais prenant sa place et la revendiquant comme sienne. L'histoire n'était pas terminée. Le combat ne faisait que commencer. Mais Helena n'était plus la serveuse effrayée qui s'était figée quand on se moquait d'elle, plus la victime attendant d'être sauvée. Elle était la compagne choisie d'Adrian, légalement liée et politiquement visible, une pièce d'échec qui avait appris à jouer le jeu, et elle ferait face à tout ce qui viendrait les yeux ouverts, son choix fait et la certitude qu'elle méritait d'être protégée, qu'on se batte pour elle, qu'elle valait les cendres et le sang qu'il faudrait pour la garder en sécurité. Ensemble, ils disparurent dans la nuit de la ville, deux silhouettes se déplaçant à travers la lumière et l'ombre, et derrière eux, l'observateur suivait, patient et dangereux, porteur du message de Séverin que ce n'était pas fini, que ce ne serait jamais fini, que le prix du choix de l'amour, plutôt que de la sécurité, était une vigilance éternelle et l'acceptation que la paix était toujours temporaire. Mais Helena avait fait son choix. Elle avait empoché la clé de sa vie tranquille et marché vers le trône à la place, et quoi qu'il arrive, elle y ferait face non pas comme une victime, mais comme une partenaire,
non pas comme quelqu'un étant protégé, mais comme quelqu'un qui avait appris à se protéger, non pas comme la serveuse à l'accent moqué, mais comme la femme qui était entrée dans un cercle de défis et avait changé son destin par pure audace et par le refus d'être autre chose que pleinement elle-même.